Bonjour à tous pour ce nouveau chat ActuSite Club Patrimoine. C'est le premier chat de cette rentrée. Et Georges Delataille, il y a des habitudes dans cette maison. Pour le premier chat de la rentrée, on le fait avec qui? Toujours avec CPR AM. Nos invités, donc, aujourd'hui, elle est stratégiste chez CPRM. Laetitia Badaleski, bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi le directeur de la gestion diversifiée chez CPRM, Malik Hadouk. Bonjour. Bonjour. Bien, nous allons parler marché, nous allons parler économie, nous allons parler de la gamme de CPRM. Mais avant qu'on rentre dans tous ces sujets-là, Malik, j'aimerais qu'on fasse un peu un point sur ce qui s'est passé sur les marchés financiers depuis le début de l'année. Finalement, l'été, en tout cas, a été calme. Oui, on prédisait un été un peu plus chaud. Il a été plutôt Il a été chaud en pratique pour nous. chaud pour nos en vacances. pratique, mais sur les marchés plutôt calme, malgré quelques coups de semonce en fin d'été. Et le résultat, c'est que les marchés sont restés étales au cours de l'été, sauf le marché américain qui a continué de pulvériser record sur record, ce qui fait que depuis le début de l'année, c'est le seul marché qui est nettement en hausse, alors que les autres peinent vraiment, notamment les marchés émergents. Alors, si on regarde justement le graphique avec les évolutions des marchés actions depuis le début de l'année, c'est quand même effectivement impressionnant. Les marchés ont fait du surplace. Globalement, hormis ce marché américain. Oui, tout à fait. Marché américain porté à la fois par une dynamique macroéconomique positive et surtout par les perspectives bénéficiaires des entreprises qui ont véritablement explosé au cours du second trimestre de l'année avec des croissances de bénéfices pour le marché américain de plus de 25% contre seulement 7% pour le marché européen. Alors, marché flat du côté des actions, marché flat également du côté des taux. Si on regarde aujourd'hui les résultats de la gamme des différents produits de la gamme de CPR, de croissance depuis le début de l'année, ça donne quoi? Quelle est la hiérarchie? Oui, on a le fonds bien sûr le plus agressif qui est positif, largement positif. Il est à plus 3 depuis le début de l'année. Le fonds croissance réactive qui est légèrement positif. Le seul fonds de la gamme qui peine, c'est le fonds défensif, qui est un fonds bien sûr à dominante obligation, qui lui souffre un peu de la composante obligataire. Ok, qu'est-ce qui a permis aux produits dynamiques de se distinguer en termes de performance? Très clairement, c'est notre exposition au marché américain et notre exposition au dollar américain. Il n'y a pas de véritable surprise. C'est facile de faire du back trading, mais il aurait fallu dès le début de l'année se positionner sur le marché américain et y rester tout en ayant un peu de dollars. Donc si je comprends bien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est on arrivait à progresser cette année à une seule condition, c'était d'avoir des actions américaines. Ah oui, tout à fait. Ok. Et du dollar. Allez, eh bien on va parler justement de tout ça. On a parlé des marchés, de ce qui se passe très rapidement depuis le début de l'année. On va donc essayer de rentrer dans le détail d'un point de vue macroéconomique. On va commencer par parler du marché américain et puis on s'intéressera naturellement à deux autres zones dont on peut se demander si elles ne sont pas en difficulté, les marchés émergents et l'Europe. Et puis on conclura pour savoir quels sont vos choix aujourd'hui de gestion pour cette fin d'année 2018. On attaque tout de suite en s'interrogeant sur l'insolente santé des États-Unis. Jingle. Insolente santé américaine, notamment d'un point de vue de boursier, un marché haussier historiquement excessivement long, Malik Hadouk. Oui, ininterrompu depuis mars 2009. Donc on rentre dans la 9e année de hausse du marché américain. Et lorsqu'on regarde les valorisations, qu'on les compare aux perspectives bénéficiaires, il n'y a pas aujourd'hui d'excès de valorisation. Peut-être une crainte sur les valeurs technologiques qui ont fortement augmenté, parce que pour être très transparent, la hausse du marché américain au cours des dernières années, quand même, elle est concentrée sur 4 ou 5 valeurs. C'est les GAFAM. Oui, il y a aussi Microsoft aussi qui participe, il y a Netflix, il y a Amazon surtout. Voilà, c'est 4-5 valeurs qui participent vraiment, qui expliquent à peu près 80% de la hausse du marché américain au cours des 2 dernières années. Ok. Laetitia Badaleski, est-ce que l'économie américaine continue de bien se porter? Oui, clairement oui. On a eu des chiffres de PIB au deuxième trimestre qui étaient très en hausse, à 4,2%. Toutes les enquêtes sont bien orientées. On serait, si on regarde les ISM manufacturiers et non manufacturiers, sur un équivalent croissance instantanée de l'ordre de 3%. Donc c'est vraiment une croissance soutenue
quelques signaux de possible ralentissement dans un secteur, le secteur immobilier. On l'explique très vraisemblablement par les hausses passées de taux mis en place par la Fed, puisque ça fait quand même 2 ans qu'elle normalise ces niveaux de taux directeurs. Question provoque. Trump est-il bon d'un point de vue économique? On a même la question, c'est est-ce que c'est grâce à Trump que ça marche? Le plan de relance fiscale, évidemment, il a eu un impact important sur le résultat des entreprises. Ce que Trump est en train de faire à la fois avec le plan de relance fiscale et à la fois avec les négociations commerciales, c'est de ramener la croissance aux États-Unis. La croissance synchrone à travers le monde s'est terminée? Elle n'est plus aussi synchrone en tout cas qu'elle l'était en 2016 et 2017. Comme l'a dit Laetitia, on a vu une accélération aux États-Unis au cours du 2e trimestre de l'année. On a vu un ralentissement au Japon, en Europe et un peu dans les marchés émergents avec la Chine. Donc clairement, il y a un ralentissement qui se produit de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour autant, ces rythmes de croissance restent au-dessus du potentiel. Donc il n'y a rien d'alarmant au niveau de la croissance économique. Et les derniers chiffres qu'on a eus en Europe sont plutôt rassurants. Laetitia, sur les accords commerciaux, qu'est-ce qu'il faut penser? On a vu tous les tweets avec la Chine, ils ont commencé à se parler. On avait vu des menaces concernant le Mexique, on a eu la signature d'accords commerciaux, on est en train de discuter avec le Canada. Comment vous lisez en fait la stratégie de Donald Trump en la matière? Donald Trump a été très clair, il veut ramener, comme le disait Malik, l'activité aux États-Unis. Il ne veut plus que les États-Unis fassent partie d'accords multilatéraux. Donc il dénonce tous ces accords-là et il veut traiter face à face. Est-ce que c'est ses quand même partenaires. une révolution? On parle beaucoup de disruption dans des sujets technologiques, etc. Est-ce que quelque part on est en train de changer de mondialisation et de globalisation? On change de fonctionnement, ça c'est clair. Il a des manières auxquelles on n'était pas habitué. C'est un euphémisme de le dire. Donc on change effectivement, puisque la mode était aux accords multilatéraux, le Trans-Pacifique. Voilà, on était dans l'idée de tous s'entendre autour de zones et tout ça. C'est plus du tout le fait, en tout cas, des Américains. Alors les autres veulent peut-être maintenir, mais en attendant, les États-Unis sortent de ce type d'accord. Certains disent que finalement le repli sur soi, mais finalement à terme, ce sera les États-Unis qui seront le plus pénalisés. À terme, oui, parce que clairement, si le reste du monde s'organise correctement, pour le moment on est dans la première phase, donc il détruit, on ne sait pas trop comment on va reconstruire et comment ça va s'organiser. Mais clairement, les États-Unis, c'est une économie fermée, hein, vous regardez, le poids avec l'extérieur est assez faible. En revanche, ils importent beaucoup. Si les autres s'organisent de leur côté, on peut avoir un rééquilibrage du monde. Effectivement, c'est un peu ce qu'on pourrait dire, mais ceci prend du temps. Quand est-ce qu'on a un risque de voir une récession aux États-Unis? Ou est-ce que l'économie américaine peut encore aligner 2 années de croissance supplémentaire? Alors, pour notre part, nous n'anticipons pas de récession en 2019 et tout début 2020, ce n'est pas encore du tout dans nos perspectives. Nous pensons que la Réserve fédérale va interrompre son mouvement de resserrement monétaire courant de l'année 2019 parce qu'elle se rend compte comme je le disais précédemment, des premiers effets du durcissement monétaire. Deuxièmement, il y a toute cette incertitude autour des échanges commerciaux. Donc ceci va quand même peser sur la confiance, l'investissement des entreprises à moyen terme. Donc elle devrait arrêter. De fait, on pourrait échapper à une récession, en tout cas dans les tout prochains trimestres. Qu'est-ce qu'il faut penser de Donald Trump qui dit que Jérôme Powell est trop sévère, qui monte trop les taux? Non, la Banque centrale américaine est dans son rôle, une activité qui est solide, un objectif d'inflation qui remonte, donc elle remonte les taux. Elle est obligée de normaliser pour faire face à la future crise qui se déclenchera dans 2, 3, 4 ans. On ne le sait pas, mais il y en aura une inévitablement. Avec ce cycle d'expansion aux États-Unis, on finira à un moment donné par rentrer en récession. Donc la Fed fait son travail, il n'y a pas de surprise là-dessus, comme la BCE va continuer à faire son travail. Alors on y reviendra, il y a une situation qui est très particulière aux États-Unis. Vous nous disiez la croissance bénéficiaire est bonne, portée notamment par la réforme fiscale. Il y a un autre phénomène aux États-Unis, c'est des montants de rachat d'actions absolument colossaux. Absolument colossaux. En quoi ça tire les marchés et est-ce que franchement
c'est des hausses saines ou est-ce que c'est des hausses artificielles? Puisque à partir du moment où on a tout racheté, il ne reste plus rien. Ouais. Ah, vous avez répondu à la question. Mais c'est vrai que les rachats d'actions ont été importants et on bat un record cette année, puisqu'on va battre un record cette année, puisque les montants sur les 2 premiers trimestres de l'année ont été élevés. C'est redistribuer l'argent clairement aux actionnaires et ça permet fiscalement un traitement fiscal particulier pour les entreprises. Donc on voit très bien que cet élément-là intervient surtout quand les marchés sont bousculés, notamment aux États-Unis. On voit très bien les entreprises venir soutenir le marché. Donc, lorsque Je vais cet poser effet, je vais poser la question cash. Je vais poser la question cash. On dit aujourd'hui sur les marchés de taux la réponse est que les simple. marchés des taux sont contrôlés par Oui. les banques centrales. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés actions commencent à devenir contrôlés Au par final- différents moyens, notamment les rachats d'actions? Au final, oui, puisque l'entreprise, en fait, elle n'est plus industrielle, elle devient financière. Ok. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce qui va se passer sur les mi-termes? On nous a beaucoup dit que les tweets avec la Chine, c'était parce que Donald Trump avait des échéances électorales. Elles sont proches. Pour l'instant, il est parti pour Perdre. les perdre. A priori, perdre en tout cas à la Chambre des représentants, si on en croit les sondages. Après, il faut toujours se méfier. toujours du se sondage. méfier, surtout récemment, on n'a pas toujours été bien servi. Donc, a priori, il devrait perdre au moins la Chambre des représentants. Ça risque d'être plus difficile et plus serré du côté du Sénat, hein, et on risque d'avoir plutôt... les républicains pourraient conserver la majorité, mais très, très serré. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Bon, ça va normalement le freiner un petit peu, puisqu'il aura un petit peu moins la main. Après, pour le reste, vous savez, dénoncer un accord, il pourra toujours le faire tout seul. Annoncer des hausses de taxes, il pourra toujours le faire tout seul du moment où il peut se référer à la clause de sécurité nationale. Envoyer des tweets, il pourra toujours Les le faire. tweets, tout seul, il sauf pourra si un de toujours ses le conseillers faire. l'empêche. Maintenant, clairement, les démocrates ne vont pas se gêner pour lancer des enquêtes et les listes sont assez colossales, hein, des thèmes qui pourraient être soumis à enquête. Après, de là à aller à l'impeachment, il faut quand même, il faudrait une majorité des 2/3 au Sénat. On en est, voilà, c'est pas acquis. Est-ce que les républicains vont finir par parce que souvent, hein, on entend dire des républicains que Trump, c'est pas la logique républicaine. Bon, est-ce qu'ils vont finir par se détourner de lui? Pour le moment, je pense que ça va dépendre vraiment de ces élections de mi-terme et du score qu'ils feront. Ok, si j'entends quand même votre discours, États-Unis, activité économique solide, donc des interrogations sur les rachats d'actions qui ne sont pas forcément toujours très sains, etc., mais un marché qui est plutôt bien tenu. Question le dollar, Malik. Il peut aller où? Alors, je vais répondre à la question, mais avant, ce que vous mentionnez, c'est aujourd'hui la situation qu'on a, c'est les États-Unis et le reste du monde. Côté macro et côté micro. Donc, ce qui explique la performance du marché américain. Le dollar, normalement, il devrait se déprécier dans les semaines à venir parce qu'on a une accélération du déficit américain. Mais ce qui joue en sa faveur aujourd'hui, c'est les tensions commerciales auxquelles on assiste. Et tant qu'il n'y aura pas règlement de ces tensions commerciales, le dollar restera la valeur refuge. Parce que c'est les Américains, encore une fois, qui bénéficient de ces tensions. Et c'est le marché américain et c'est l'économie américaine qui bénéficient de ces tensions. On le voit bien, chaque fois qu'il y a une accélération de ces tensions, c'est l'Europe et les émergents qui trinquent derrière. Et le marché américain qui tient. Parce qu'il y a rapatriement de capitaux, les gens rapatrient des dollars aux États-Unis et ça permet de soutenir le dollar. La politique monétaire de la Fed, on sait qu'elle va poursuivre sa hausse dans les 3 prochains mois. Donc on envisage encore 2 hausses d'ici la fin de l'année. Ça, c'est intégré année. par les marchés. Oui, ça, c'est déjà intégré, validé par les marchés. Et combien en 2019? Alors, ça, les dots, les prévisions, hein, des membres du FOMC prévoyaient 3 hausses de taux. Et c'est là où on a une interrogation. Les marchés étaient plutôt sur 2. Voilà. On est un peu, comme je le disais, hein, il va falloir mesurer les impacts des différents phénomènes, notamment de ces... En tout cas, pour vous, la Fed aura reconstitué sa capacité d'action au niveau des taux d'intérêt? Pas totalement. Pas totalement, mais compte tenu de la croissance potentielle qui a quand même baissé, ralenti,
elle aura en tout cas au moins normalisé. On sera avec un taux réel positif. Mais et de non l'évolution pas, du dollar, dans les prochains mois, dépendra l'évolution des marchés financiers. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si on assiste à une poursuite de l'appréciation du dollar, là, ça on va équivaut à un resserrement monétaire. Et à fait. ce resserrement monétaire va entraîner des implications notamment sur les économies émergentes et sur l'Europe par ricochet. Et donc, ça va être défavorable encore aux économies émergentes. Donc, la meilleure situation possible, c'est qu'on assiste à une dépréciation de dollar qui allège la pression sur les économies émergentes. Et on pourrait, c'est ce qu'on a appelé, nous, est-ce que le vent va finir par tourner? Est-ce qu'en fait, la tendance qu'on a connue au cours des derniers mois va se poursuivre? Est-ce qu'il faut rester sur le marché américain et oublier le reste du monde? Ou alors, il faut... Juste quand même, ça fait quand même quelques années qu'on commence toutes les débuts Tout le mois d'année de janvier avec en un disant call, c'est l'Europe, c'est la l'année. revanche de l'Europe, etc. Oui, et où on on est déçus, termine tout à fait. la fin d'année en Non. sortant nos mouchoirs en disant c'est encore les États-Unis qui ont gagné. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amènerait à nous désintéresser du marché américain? C'est une dépréciation du dollar qui permettrait justement, comme je vous dis, dépréciation du dollar plus disparition de ces tensions commerciales. Là, il faudrait vraiment sortir du marché américain et revenir sur le marché émergent d'abord, européen, qui en bénéficierait. Georges Delataille, des questions. Oui, alors on a répondu à la plupart des questions, mais finalement, ça nous dit le plus gros risque américain, est-ce que c'est pas Trump lui-même? Soit qu'il fasse l'annonce de trop, soit qu'il démissionne ou qu'il soit renvoyé. Ouais, ça, on a des questions encore sur sa démission. J'aime Bah, beaucoup les c'est- conseillers qui c'est- veulent qu'il enfin, Non, ils veulent pas, ils se disent que c'est Mais il y pas a un une risque. administration quand même Mais qui il y a est- l'administration en place, il y a le vice-président, donc qui serait républicain, qui continuerait de toute manière une politique. Enfin, je pense qu'il non, ne mais reviendrait démissionner, pas on sur est la. même pas en train de parler d'impeachment. Oui. Le gars qui s'est battu pour être président de la première puissance mondiale, qui un beau jour dirait non, finalement, vous m'avez tellement convaincu que j'étais mauvais que je vais démissionner. Je trouve l'idée de démission assez folle. C'est là qu'il faut répondre aux questions maintenant. Non, mais Je ne pense pas qu'il y aurait peut-être une première réaction qui serait négative, mais je ne pense Oui. pas que ça entraînerait une correction Non du plus. marché américain. Le marché américain, ok, il réagit au tweet de Trump, mais le marché américain, on l'a bien vu, il réagit d'abord à la croissance économique et Et aux bénéfices bénéfices d'entreprise. d'entreprise. C'est ça qui le fait réagir et pas autre chose. Cet été, on a eu quand même des tensions monétaires et politiques avec l'Italie, avec la Turquie, avec l'Afrique du Sud, et ça n'a pas fait bouger le marché américain. Pourquoi? Parce que les investisseurs regardent la croissance économique qui s'améliore, un ISM qui est au plus haut, donc des conditions économiques qui restent très favorables, des conditions monétaires qui restent très favorables, et des perspectives bénéficiaires qui continuent d'être revues positivement, à la hausse. juste, comment dans un tableau économique aussi favorable, il peut perdre les élections? C'est sa conduite, je pense, qui... Moi, je reste persuadée que son électorat de base est ravi. Est ravi et revotera pour lui. Après, comme on voit, enfin, on se rappelle ces résultats d'élection, on avait l'impression que c'était quand même très partagé. Il y avait ces histoires de grands électeurs et tout ça. Enfin bon, c'était un petit peu. Donc ça peut basculer. La me sortie semble-t-il, d'Obama, c'est fait pour remobiliser l'électorat démocrate? Il faudrait le remobiliser, je pense. Mais après, ça, c'est de la politique politicienne américaine. Mais clairement, enfin, je pense vraiment, et l'électorat de Trump est ravi de ce qui se passe. Et il est conforme à ce qu'ils ont au personnage. Il ne s'est jamais vanté d'être un homme de l'establishment, comme on dit. Ok. On vient de faire le point sur l'insolente santé des marchés financiers américains et de l'économie américaine. Je vous propose tout de suite de passer à notre seconde partie, de regarder là où ça va un peu moins bien, c'est-à-dire du côté de l'Europe et des émergents. Jingle. On parlait, il y a cela quelques instants, d'un marché américain qui était haussier depuis 9 ans. Et on va donc parler maintenant d'un marché qui est rentré en cycle baissier avec une baisse de plus de 20%, les émergents. C'est Oui. la cata, les émergents, Malik? La cata, je n'emploierai pas ce terme-là. Il y a des risques qui se sont matérialisés, qui ont touché les pays les plus fragiles. Alors on va les citer, on va faire le tour un peu, C'est l'Argentine. les pays qui ont des déficits de balance courante assez importants. C'est la Turquie, c'est l'Argentine, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Indonésie aussi. Voilà, c'est des pays qui ont été attaqués, dont la monnaie a été attaquée. Donc ces pays-là ont vu leur marché action baisser fortement et leur devise baisser fortement. Mais pour l'instant, on n'a pas assisté à de contagion.
C'est-à-dire que les pays émergents qui ont plutôt une bonne santé financière n'ont pas été attaqués. Les devises sont restées stables, le coût de la protection contre un éventuel défaut, ce qu'on appelle les CDS, sont restés stables. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu contagion. Il n'y a pas de crise émergente à proprement parler pour l'instant. Il y a des inquiétudes, mais pas à proprement parler de crise émergente. Laetitia, à l'époque où on disait les pays émergents tirent la croissance mondiale, c'est définitif. Oui, Ils sont arrivés à une certaine phase de maturité. Alors, ils croissent toujours. Quand vous regardez les derniers chiffres de PIB, ils sont bons à peu près partout, à l'exception de l'Afrique du Sud. Mais là, on a une situation particulière, un secteur de l'agriculture, de la météo, un problème politique propre. Et on savait d'ores et déjà, bien avant la phase de remontée du dollar, que l'Afrique du Sud, la Turquie, le Brésil pour d'autres problématiques, l'Argentine étaient dans des situations complexes. Les déséquilibres que la situation d'aujourd'hui met en évidence existaient précédemment. Donc ce n'est pas une surprise. En revanche, les interrogations sont plus venues, je dirais, des premiers signes de ralentissement en Chine. Là, on a pu, à un moment donné, se poser quelques questions. Nous, aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que clairement, les autorités chinoises sont à la manœuvre. Elles remettent du fioul dans la machine, clairement, monétaire, budgétaire. On assouplit la réglementation de façon à limiter l'impact négatif sur l'activité réelle de toutes les mesures de resserrement, enfin de réduction de l'endettement qui avaient été mises en place pour éviter un ralentissement trop marqué de la croissance chinoise. Dans ce contexte-là, si la Chine tient le coup, si la croissance chinoise reste au-dessus de 6%, comme nous l'anticipons, il n'y a aucune raison de voir un effondrement du monde émergent. Parce que ce qui compte, certes, le niveau du dollar pour les pays très endettés, c'est un sujet, mais pour le reste, c'est la demande adressée à ces pays. Et la demande adressée, elle reste soutenue. Les importations chinoises restent très vigoureuses. Elles ont encore progressé de 17% sur un an. Donc on est encore dans une dynamique assez bonne. Malik, l'Europe, on fait le point. On s'ennuie en Europe. Oui, on s'ennuie depuis longtemps, effectivement. Non, on a les Italiens quand même. Oui, mais on s'ennuie non, mais la croissance côté boursier. économique. Au niveau de la croissance Non, mais économique. le potentiel de croissance, il reste satisfaisant, il est au-dessus du potentiel, 2,1%. Malheureusement, l'Europe, elle est affectée encore par les incertitudes politiques, Brexit, Italie. Alors, l'Italie. L'Italie, je pense... Est-ce que l'Italie, c'est la future Grèce ? Non. Il y a une administration en Italie. On lève l'impôt. On lève l'impôt. Moins donc bien non, qu'en c'est France, pas- mais on lève l'impôt. On lève l'impôt. Donc non, ce n'est pas la future Grèce et je pense qu'on aboutira à un accord, même s'il y a encore des incertitudes, mais je pense qu'on arrivera à un accord et que les Italiens, l'administration italienne restera dans les limites fixées par la Commission européenne concernant les déficits. Et donc on assiste depuis quelques jours à une certaine détente des taux italiens, mais il faut rester bien entendu vigilant. Parce qu'il y a toujours des déclarations intempestives ici et là. Brexit. Laetitia. On nous demande si c'est déjà pricé totalement ou s'il y a encore un impact possible. On a l'impression que personne n'en parle, enfin sauf sur le marché anglais, mais finalement... Un jour sur deux, on nous dit on va aller sur un accord. Un jour Voilà. sur deux, on nous dit non, il n'y aura pas d'accord. Personne ne comprend finalement à quel point de la négociation on en est. On a l'impression qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est très très compliqué. Mais plus je dirais que les jours passent, plus la probabilité qu'il n'y ait pas d'accord augmente mécaniquement. Tant qu'on n'a pas vu le début d'un accord, on peut s'inquiéter. Maintenant, pour le moment, on a vraiment le sentiment que sur les marchés, à part sur la livre, ça chahute par moment au gré des déclarations, on n'a pas l'impression que les gens prennent en compte l'impact que pourrait avoir une sortie sans accord. Alors, on a parlé économie. Vous nous avez dit que la croissance, finalement, en Europe, elle n'était pas si mauvaise que ça. On vient de parler des problèmes politiques européens avec l'Italie et avec le Brexit. Je voulais qu'on parle de politique monétaire. Cette semaine, donc, réunion de la BCE, il faut attendre quelque chose ou pas ? Non, pour celle-ci, on pense que ça ne devrait pas être un gros événement. On risque de s'ennuyer un peu. En écoutant la conférence de presse, clairement, ils ont annoncé leur calendrier. On arrête le quantitative easing fin décembre, et on envisage, à situation constante, un premier relèvement de taux à l'été.
Il nous semble que les chiffres publiés sont conformes aux attentes. On est à 0,4 de croissance sur le deuxième trimestre, comme au premier. C'est moins bien qu'à la fin de l'année 2017, mais l'année 2017 était particulièrement bonne. Donc, qu'il y ait un ajustement, ce n'est pas non plus trop surprenant. Les enquêtes sont mitigées, mais certaines se redressent. Donc, on voit bien quand même qu'il y a de l'activité. Les chiffres de l'emploi ne sont pas mauvais. On commence à voir des hausses de salaire en zone euro. Pas qu'en Allemagne, ailleurs également. Donc ça, c'est un soutien à la consommation. Donc normalement, on est sur le trend attendu. L'inflation, elle a évidemment, elle va décevoir un petit peu pour l'indice global, puisque l'effet pétrole va s'atténuer et on va retendre vers l'inflation, ce qu'on appelle sous-jacente. Donc aujourd'hui, en Europe, aux alentours de 1%. Voilà, mais celle-ci commence, on voit des tendances haussières. Alors très très lentes, certainement, mais les hausses de salaire vont se matérialiser dans cette inflation sous-jacente. Donc on va vers l'objectif, pas tout de suite, mais on y va. L'Allemagne ne veut plus la présidence de la BCE après Mario Draghi, préfère la présidence de la Commission européenne. Bonne, mauvaise nouvelle, Malik? Honnêtement, c'est une bonne nouvelle pour la BCE parce que les Allemands étaient plutôt... Avait une réputation un peu... voilà, on leur avait forcé la main sur le QE. On se dit que si jamais il y avait besoin d'eux refaire quelque chose, il vaudrait mieux quelqu'un d'Europe du Sud. Mais c'est peut-être un faux procès. Je rappelle que le dernier d'Europe du Sud qui avait dirigé, c'était Jean-Claude Trichet. Non, Monsieur Draghi quand même, Oui, italien. Italien. Voilà. Mais c'est vrai que Monsieur Trichet, c'est ce que j'allais dire. Mais d'un autre côté, l'expérience du français, n'était pas non plus hyper concluante. Donc bon, voilà, c'est pour ça qu'on reste assez mitigé sur les conséquences. Une question Oui, rapide. les athlètes sont assez chauvins et parlent de la France. Évidemment, la France, est-ce que c'est pas inquiétant? On est en retard sur la croissance, on est en retard sur l'emploi, on est en retard un peu partout. C'est la France. Il n'y a qu'en foot qu'on est bon finalement, Malik. Voilà. Ah, c'est bon, c'est placé. C'est placé. Je dirais, c'est vrai qu'on a un cycle qui est pas du tout le même que le cycle allemand, mais on est beaucoup moins sensible à la demande extérieure. On a un secteur public dans sa globalité qui est plus lourd, donc qui amortit les chocs à la baisse, mais aussi à la hausse. Donc effectivement, on a toujours un cycle un peu moins vigoureux. On a un secteur industriel aussi qui est beaucoup moins performant. Donc, oui, mais c'est la répartition. Effectivement, c'est tout la sectorisation qui est complètement différente. Allez, on vient donc parler des émergents et de l'Europe. L'heure est venue en 4 minutes de faire le point sur les choix de gestion de la gamme CPR Croissance. C'est tout de suite après le jingle. Malik Hadouk, au tac au tac. Allez, déjà, première question. En termes de souscription, on voit que les produits les plus dynamiques affichent de meilleures performances. Est-ce que les épargnants sont en train de changer leur comportement? Est-ce que vous voyez des choses de cette nature dans les souscriptions? On a vu quelques souscriptions, oui, sur les fonds les plus dynamiques, mais les souscriptions ont été concentrées plutôt sur le fonds équilibré. Donc, réactive. Oui, réactive, oui. OK. Question sur le produit défensif qui est aujourd'hui le plus souscrit. Vu les niveaux... Non, plus souscrit. Le plus détenu, pardon. Vu les niveaux de taux d'intérêt, etc., comment on arrive à aller chercher de la performance sur un produit comme ça? Sur un produit comme ça, c'est essayer de trouver de la performance par ce qu'on appelle de la gestion relative. C'est-à-dire essayer de faire des choix relatifs entre marché américain, marché européen. Donc c'est de l'arbitrage. Exactement. J'achète l'un, je vends l'autre et j'espère empocher la différence. Voilà. OK. Ça, c'est la stratégie qui est menée. Maintenant, si on regarde sur réactive et sur dynamique, aujourd'hui, quel est votre niveau d'exposition par rapport au niveau des actions? Vous êtes surexposé, sous-exposé? Non. En fait, au cours de l'été, on n'a pas du tout bougé. L'exposition à actions est restée autour de la neutralité, en fait, 46-50 sur réactif, 80-75 pour dynamique. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'à mesure que le marché progressait, notamment le marché américain, on a mis en place des protections, à la fois sur le marché américain et sur le marché européen, pour tenir compte de cette incertitude liée aux tensions commerciales. Donc on a une approche qui reste constructive sur les actions, parce qu'on considère que de toute façon, la classe qui reste la plus attractive reste le marché action. Le différentiel de rendement est toujours en faveur des actions. Est-ce qu'il y a des styles qui vous plaisent plus que d'autres? Des styles.
Non, value, parce que growth, ou est-ce que... Alors là, la question sur la value, le gross, elle est très pertinente aujourd'hui parce que depuis maintenant 2009, le style croissance a surperformé le style value. C'est clairement le cas aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais c'est le cas, mais parce qu'il y a moins de valeurs de croissance. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les conditions d'un retour sur les valeurs value. C'est pour ça que nous, on n'a pas fait de choix de style, même si on s'est posé la question de revenir sur les secteurs value, notamment en Europe. Si on devait revenir sur un secteur value, ça serait principalement en Europe parce qu'il est très décoté. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les conditions qui nous permettent d'espérer une surperformance. Pour ça, il faudrait une dépréciation du dollar, la poursuite de la remontée des taux d'intérêt et, je dirais, un marché qui se placerait en mode risk-off, c'est-à-dire qui serait déçu par la croissance économique, qui serait déçu aussi par les valeurs de croissance qui arrivent à un niveau élevé de valorisation. Vous nous dites, on croit aux actions parce qu'on pense que c'est là où c'est le potentiel, mais pour autant, on n'est pas en train d'avoir des surexpositions massives sur les actions, on est plutôt proche de la Oui, parce qu'il y a des incertitudes. Si ces incertitudes étaient levées... En faisant des choix, vous me dites pas de choix thématiques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choix pays? Est-ce qu'il y a des zones qu'aujourd'hui vous surpondérez en vous disant, là on pense qu'il y a effectivement un peu de potentiel? Clairement, aujourd'hui, on reste positionné sur le marché américain et on n'en sort pas pour le moment parce qu'on pense qu'il y a encore un potentiel, même s'il est limité. Il reste un potentiel. Maintenant, on se pose clairement la question de revenir sur les marchés émergents. C'est vraiment les marchés qui nous intéressent aujourd'hui parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de contagion. Mais pour y revenir, il faudrait qu'on ait une stabilisation de l'environnement international, notamment un horizon plus favorable concernant les tensions commerciales. Et là, il y a un pays qu'on regarde avec attention, c'est le marché domestique chinois. Parce que, quoi qu'on en dise, même s'il y avait des tensions commerciales qui devaient se matérialiser, l'économie domestique chinoise est aujourd'hui assez forte pour résister. Et donc, les compagnies, les entreprises locales ont été vraiment survendues au cours des dernières semaines. Le poids des exportations rapportées au PIB en Chine a nettement baissé. On n'est plus dans les années début 2000, on est revenu sur 17%. Donc finalement, une économie chinoise qui repose de plus en plus sur sa demande intérieure. L'économie la plus ouverte, c'est l'économie européenne, 49% Voilà. par rapport des exportations sur le PIB. Ce qui explique la sensibilité à cette thématique commerciale. Dernière question en 2 secondes. On nous annonçait des marchés plus volatiles cette année. Est-ce que dans des marchés qui bougent éventuellement un peu plus, vous avez envie d'être plus réactif? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites qu'il faut qu'on garde notre process? La réactivité, de toute façon, elle fait partie de notre process. Aujourd'hui, compte tenu de l'environnement, ce que je vous ai dit, on reste positionné, mais on a des protections. On bougera rapidement s'il y a un horizon qui s'éclaircit. Clairement, sur la partie politique et la partie tension commerciale, il faudra réagir rapidement pour inverser les positions, sortir du marché américain et revenir sur les marchés émergents et européens. Mais pour l'instant, on n'est pas dans les conditions optimales pour le faire. Merci Laetitia Baldeschi et Malik Hadouk d'être venus nous voir lors de ce chat pour ce point de rentrée. Georges? Nous, on se retrouve mardi prochain pour ne pas changer les bonnes habitudes, même lieu, même heure, avec Horizon AM, on va parler d'autres sujets. Salut à vous tous, bonne semaine, ciao.